Voilà. Alors je commence. Changement de vie, les leçons du coronavirus, un livre écrit par Edgar Morin avec la collaboration de Sabah Abou Salam. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que nous participons à cette rencontre avec M. Edgar Morin, penseur, sociologue et philosophe, et sa collaboratrice, son épouse, Sabah Abou Salam, professeur, sociologue de l'urbain, collègue appartenant à mon université Lucas, et c'est un double plaisir. Donc c'est une rencontre rendue possible grâce à la vidéoconférence, outil numérique ô combien utile aujourd'hui pour faire face et communiquer pendant cette grave pandémie. L'occasion nous a aussi été donnée par une crise mondiale où le confinement et le désarroi du monde sont réels. D'entrée, Edgar Morin nous introduit à une présentation, réflexion, rétrospection de 99 ans de sa vie et tous les éléments qu'il a traversés. Un premier titre de chapitre ouvre la voie, 100 ans de vicissitudes, titre qui nous interpelle. Ce titre même serait-il un clin d'œil, pourrait-on lire comme un clin d'œil au livre de Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude, dans le sens où peut-être Edgar Morin se serait senti seul face à l'humanité et ses vicissitudes. Cette pandémie et ses conséquences sur l'humain sera le centre de nos préoccupations dans nos interventions. Beaucoup d'entre nous ici présents, et d'autres encore qui n'y ont pas accès directement, ont reçu avec plaisir cette unique occasion pour vous adresser, M. Edgar Morin, leur amitié accompagnée d'un respect sans faille. Même si cette rencontre est virtuelle, cet instant que nous vivons est magique. Il va nous permettre de mieux vous connaître en vous posant des questions sur votre exceptionnelle trajectoire et plus particulièrement autour de votre livre, sujet aujourd'hui, changeons de voix, les leçons du coronavirus. La structure du livre, construite d'une façon dynamique pour étaler, étudier, expliquer et proposer, se lit avec beaucoup d'intérêt. Les chapitres qui la composent nous permettent de décortiquer des propositions, de les voir classées en leçons que nous impose le Covid-19, en même temps qu'il lance des défis et un quasi-slogan qui n'étonne personne tant il est lié à vos engagements politiques. Changeons de voie. Déjà, le préambule et l'introduction sont incontournables, étant la base de l'œuvre qui, avec la conclusion, la complète en donnant une forme et une ouverture vers l'avenir. Nous découvrons donc que la vie de l'écrivain Edgar Morin est liée par deux principales catastrophes, encadrées par le drame de la grippe dite espagnole et cette nouvelle pandémie qui lui fait écho. Pour être plus précis, ce lien et les futures propositions sont intimement liés à la trajectoire de l'écrivain qui s'est toujours engagé pour réfléchir, comprendre et résister. Avant de donner la parole à quelques intervenants, parce que nous n'allons pas être longs, qui doivent être impatients de vous parler, je cite ces phrases qui clôturent votre livre. Chacun fait partie de cette aventure inouïe. Au sein de l'aventure
elle-même stupéfiante de l'univers. Je sais que dans l'aventure du cosmos, l'humanité est de façon nouvelle, sujet et objet de la relation inextricable entre d'une part ce qui unit, Eros, et d'autre part ce qui oppose, Polémos, ainsi que ce qui détruit, Thanatos. Fin de citation. En effet, le cosmos et l'aventure stupéfiante de l'univers sont la clé de notre compréhension et de notre liberté. Et finalement, nous devons prendre conscience de notre voyage vers l'inconnu à bord de notre vaisseau spatial, notre Terre. Prendre conscience du mouvement de la vitesse et du temps. Prendre conscience de la complexité de la vie. Prendre conscience de notre héritage lointain et violent de survie pour embrasser celui de la pensée et de l'intelligence transformatrice. Et puisqu'il faut poser une question, celle qui vient à l'esprit s'est imposée dès la lecture du livre. On découvre comme entrée en matière cette phrase « 100 ans de vicissitude ». Combien d'entre nous ont fait la liaison avec le titre du roman de Gabriel Garcia Marquez, « 100 ans de solitude ». La question est, y avait-il une place à la solitude dans cette longue et immense construction aventureuse? Car il faut souvent être face à soi-même pour creuser à la recherche de trésors incertains dans le monde de la réflexion. Sinon, quel était le secret pour échapper à ce possible isolement? À comment vis-tu? Et je cite, « À comment vis-tu » Vous avez répondu en page 30 du livre « L'amour et l'amitié pour notre épanouissement individuel, la communauté et la solidarité de nos jeux dans des nous. » C'est ça le secret, maître? Merci. Alors, très heureux de vous écouter, d'être par image au Maroc qui m'est cher, et donc d'essayer de répondre à votre question. En ce qui concerne ces 100 ans de vicissitudes qui ne sont pas de solitude, parce que, si vous voulez, c'est vrai que toute création a un aspect solitaire, mais aussi un aspect solidaire. Et je veux dire que non seulement j'ai profité des apports multiples de la culture, des connaissances, sans tous ces apports, je ne serais rien. J'ai essayé de mettre en relation et de réfléchir. J'ai dialogué avec des collaborateurs et depuis 9 ans, je dialogue sans arrêt avec Sabah Abouessa, qui est mon épouse et qui est sociologue éminente. Donc, si vous voulez, ce terme de solitude ne correspond qu'à certains moments créatifs et qui ont toujours besoin du regard d'autrui et de la critique d'autrui. Merci maître. Et il y aura, je vais vous présenter Imen qui va très vite en 2 minutes nous dire une petite chronique, mais de 2 minutes, qui sera suivie par Hanan Saïdi, aussi très rapide, 2 minutes, 3 minutes, parce que le but de cette rencontre, c'est de vous écouter. Avant de commencer, je tiens vivement à remercier Madame Sabah Abou-Salem, grâce à qui cette rencontre a pu voir le jour et a pu être coordonnée dans les règles de l'art. Une sociologue digne de représenter la poésie dans l'œuvre et la vie du professeur Edgar Morin. Je commence ma chronique. Il est 1h du matin, c'est un soir d'automne, et je tente mystiquement de griffonner quelques mots en guise d'en faire une chronique. C'était tumultueux dans ma tête, 1001 idées voletaient dans une frénésie chaotique. C'était un vacarme digne d'une cohue effervescente.
Ce gargantuesque bruitage, aussi strident puisse-t-il être, était dû à une seule et unique préoccupation. Comment rédiger cette chronique? L'enjeu est de taille et n'a d'égal que le défi qu'il me relève. Rédiger une chronique digne de la rencontre tant attendue, la rencontre avec la sommité de la pensée socio-philosophique qui n'est autre que professeur Edgar Morin. Avec sa méthode, c'est cet savoir nécessaire à l'éducation du futur. Sa voix, sa pensée tourbillonnaire, il a majestueusement tracé son chemin de l'espérance vers d'autres cieux. Sa pensée a traversé ainsi frontières et océans, inspirant des chasseurs d'idées et des assoiffés du savoir d'ici et d'ailleurs. Son succès enrobe le globe avec une délicatesse quasi mystique, de l'Asie maoïste à l'Amérique latine, en passant par la déchirure de l'Europe de l'Est, mais toujours en ayant pour point de départ la chère France multiculturelle. Cette France belle, certes, élégante, certes, parée de lumière et de bonnes manières, certes, mais peu généreuse face à la lumière que représente ce penseur hors norme qui est Edgar Morin. L'enjeu est de taille, me direz-vous, et vous aurez raison. Comment libeller dans une agitation de pensée une chronique à la hauteur de l'harmonie enseignée par ce grand penseur? Défi crucial, fascination grandiose, trac enchanteur et clémence criarde. Tels sont les maîtres mots de ce moment de rédaction, longtemps rêvé, rarement imaginé réel et pourtant tant attendu. Le paradoxe est pourtant à son comble. Cette convulsion avait pour cadre une nuit sereine, discrètement étoilée, où la perturbation semblait être impossible. Et soudain, un soudain s'invite à la scène. Un de mes voisins avait été diagnostiqué atteint du coronavirus et suite à des complications de son état, une ambulance a attesté présence dans l'immédiat pour le mener aux urgences. Et c'est reparti dans ma tête avec de nouveaux questionnements. Quels élans ce virus prendra-t-il encore dans nos voisinages, dans nos pays et dans notre monde? Combien d'ambulances débarqueront encore pour briser le calme de nos nuits? Par quels abysses allons-nous encore passer avant d'ouvrir les yeux sur un nouveau monde? Et c'est là qu'une fée marraine apparaît, au cœur des 1000 voix qui me hantaient, pour me murmurer en toute bienveillance le message suivant. Changez de voix, écoutez vos voix et apprenez les leçons que viennent hurler les voix du coronavirus. Les angoisses de bien faire étaient surtout là pour me pousser à bien faire. La chronique s'est présentée difficile parce qu'elle se voulait à la hauteur. L'ambulancier a brisé le silence de la nuit pour sauver une vie. Au final, le complexe était donc partout et tout le temps, et le complexus suppliait à la fois un regard critique, créatif et responsable. Et c'est peut-être là toute la complexité, pouvoir raffiner la prose d'une existence par la poésie existentielle. Et merci beaucoup. Merci. C'est une belle chronique. Je vous remercie. Je voulais simplement ajouter que la difficulté, c'est que, et la nécessité, c'est que à la fois il faut être plongé dans les événements, dans la réalité vécue, et en même temps prendre la distance mentale, la distance spirituelle. C'est-à-dire il faut être à la fois dedans et dehors. C'est ça le vrai problème. Parce que si vous n'êtes que dehors, vous avez un point de vue abstrait de Sirius. Si vous êtes dedans, vous êtes totalement impliqué et vous n'avez pas la capacité de prendre la distance et de voir mieux l'ensemble des choses. Et c'est cette chose qui a caractérisé, si vous voulez, ma carrière et ma vie. J'ai toujours été dans l'événement, mais j'ai toujours eu ce recul mental pour essayer de réfléchir avec ma raison et ma sensibilité. Merci maître. Que les membres du club nous ont posé. Hanan voudrait qu'il y ait
une spécialiste d'Edgar Morin, qui enseigne Edgar Morin et qui voudrait dire encore 4 minutes, 5 minutes? Même pas. Même pas, merci, merci. Alors tu parles, tu lis doucement pour qu'il prenne. Merci Leïla. Bonjour. En fait, ce n'est pas le texte initial que j'avais prévu, que j'avais rédigé pour vous rendre hommage. J'ai dû revoir mon texte à la baisse parce que Leïla m'avait appelé il y a quelques heures pour me dire que je n'avais droit qu'à 2 minutes pour m'adresser à vous. Donc aujourd'hui, je vais me contenter de vous remercier d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui et surtout dans ces circonstances assez exceptionnelles. On aura l'occasion plus tard, je l'espère bien, de vous rendre hommage en bonne et due forme. Voilà. Partant de cette vision de la vie en tant que tissu, en tant que complexus de prose et de poésie, qui est la vôtre, cette vision de la vie, et que nous partageons désormais, je peux dire que nous sommes en train de vivre un instant hautement poétique. Et en nous faisant l'honneur d'accepter notre invitation, vous nous avez arrachés au marasme de l'hyperprose conquérante de nos vies de tous les jours, devenue de plus en plus prosaïque et de plus en plus anxiogène par cette crise sanitaire globale que nous traversons actuellement. À ce propos, Edgar Morin, cher professeur, je n'ai point besoin de le répéter, vous êtes l'enfant de toutes les crises. Animé par un courage indéfectible et un élan vital dont vous ne vous êtes jamais départi, depuis votre naissance, vous avez toujours participé à la fois en tant qu'observateur critique et lucide, avec beaucoup de recul, comme vous venez de le préciser. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage politique et de courage intellectuel, mais vous vous êtes aussi engagé dans la vie et dans toutes les crises en tant qu'acteur, en faisant preuve de beaucoup de courage physique, notamment au moment de la résistance. Vous avez participé au grand combat du siècle contre le nazisme, le stalinisme, le colonialisme, l'impérialisme, les ethnocides, contre toute forme de persécution et d'exclusion. En intellectuel, honnête que vous êtes. Fort d'une longue et riche expérience de vie, mais aussi riche d'une pensée complexe qui rejette le manichéisme, le simplisme et le déterminisme d'un rationalisme eurocentré, myope, et donc incapable de considérer l'histoire et l'homme dans toute leur complexité, vous avez mis en perspective la crise du coronavirus dans votre dernier essai, Changeons de voie, les leçons du coronavirus. Une réflexion qui est tombée à point nommé pour répondre, comme à l'accoutumée, avec clarté et profondeur à quelques-unes des nombreuses interrogations qui nous ont taraudés, et aussi, vous avez écrit cet essai pour apaiser les craintes qui nous ont assaillis depuis le début de la pandémie. En effet, et vous en conviendrez mes chers amis, face à la faillite du discours scientifique, et notamment du discours médical, face à la faillite du discours politique au début de la crise, et nous l'avons tous vécu peut-être en France, un peu moins au Maroc, mais aussi au Maroc. Donc le discours scientifique, politique ont montré leurs limites. Et bien face à cette faillite et à ces discours émaillés tous deux de contradictions, matinés d'imprécisions et d'hésitations, nous nous sommes tous tournés vers nos livres de philosophie, d'histoire et vers de la littérature. La preuve, La peste d'Albert Camus, on n'a jamais vendu autant d'exemplaires qu'au début de la crise. Avec bien sûr l'espoir d'y puiser des réponses à nos questionnements, trouver une meilleure compréhension de notre vulnérabilité face à la maladie et face à l'incertitude du futur, ou bien des fois, on s'est retourné vers la philosophie et la littérature avec le désir d'y trouver un refuge contre nos angoisses et aussi un moyen d'évasion, un moyen de déconfinement symbolique. Et là, votre essai, nous incitant à changer de voie et à réinventer le futur, est arrivé pour faire le bilan d'une époque qui est en crise. Et vous parlez bien d'une polycrise. Vous parlez d'une modernité qui est à l'agonie, d'une mondialisation froide et inégalitaire, pour faire le bilan d'un ordre mondial qui est à réformer.
Et c'est urgent. Je parle du capitalisme prédateur et extractiviste. Vous parlez de la crise du néolibéralisme, assassin de l'humain et immoral. Changeons de voie est un essai qui établit le diagnostic du monde et de l'humanité à l'échelle planétaire. Il détecte les régressions, les barbaries et les menaces, apporte des enseignements à travers les 15 leçons du coronavirus. Il identifie clairement les défis que nous devons tous relever après le coronavirus tout en cultivant, vous le dites bien, l'espérance, la résilience, en indiquant la voie vers une métamorphose et une réforme généralisée dont nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous. Encore une fois, merci infiniment d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui, en dépit de la distance. Merci. Et merci à tous. Bravo, bravo Chanel, merci beaucoup. On va écouter un petit peu ce qu'il va nous dire et puis ensuite. Merci beaucoup. Alors écoutez, d'abord, il faut que la chose première, c'est le diagnostic sur ce qui est arrivé, sur ce qui est une pandémie, mais qui est beaucoup plus qu'une pandémie. Le diagnostic, c'est quand même important, c'est que ce virus a conduit à des mesures de confinement qui ont conduit à des restrictions économiques. Et toutes ces mesures elles-mêmes ont affecté non seulement la vie de chacun qui est devenu inquiet pour sa santé, pour sa survie, pour les siens qui sont menacés, ça a changé nos habitudes de vie, nous qui sortions, nous devons être enfermés, ça nous a obligés à changer la vie quotidienne d'un individu, pas seulement de l'individu, de la société. Et que ce problème-là, le changement, s'est posé au niveau de toute la planète. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que les habitants des contrées les plus lointaines subissaient les mêmes problèmes que nous, avec bien entendu des fortes différences. Par exemple, il est certain que des pays ont été beaucoup plus affectés par le côté crise économique. Je prends par exemple le Maroc, qui vivait beaucoup de tourisme et qui voit ce tourisme arrêté pendant on ne sait combien de temps. Un pays qui dépendait en partie du blé français, qui doit lui-même subvenir à ses besoins. Donc, on voit très bien qu'il y a d'ailleurs, même dans notre propre pays, il y a une énorme inégalité de situation entre, disons, les malheureux qui sont obligés de vivre très nombreux dans un logement exigu. Je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas de logement et de ceux qui peuvent vivre le confinement dans leur résidence secondaire. Donc, si vous voulez, voilà un événement énorme. Ça dépasse une épidémie, ça touche la vie, ça touche l'économie. On se dit, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? On se repose des questions essentielles. Est-ce que ça sera comme avant ou est-ce que ça sera pire qu'avant? Oui, pourquoi ça ne serait pas mieux qu'avant? Donc, voilà, ça c'est le premier élément fondamental, réfléchir sur une crise qui touche chacun personnellement et qui touche notre société, notre pays profondément et qui touche toute l'humanité en même temps, puisque la mondialisation est la première cause et victime de l'affaire, puisqu'on s'est rendu compte qu'elle avait créé une interdépendance économique, mais aucune solidarité entre les peuples, chacun se transformant sur lui. Donc on se dit, il faut réformer la politique, il faut la transformer, et c'est le sens de changeons de voie. Changeons, une fois qu'on a fait le diagnostic, Saba et moi, dans ce livre de la situation, on essaye d'en tirer les leçons. La leçon principale, c'est pour une autre voie que celle qu'on a suivie jusqu'à présent. Et il faut se rendre compte aussi que cette crise et pandémie ne survient pas dans un calme tranquille. Elle survient dans une époque elle-même très agitée,
en France, ça sort, et on sort de grève et des gilets jaunes, mais dans le monde entier, il y a eu des mouvements en Amérique latine, au Liban, en Algérie, un peu partout, où les peuples, ou bien se soulevaient à la fois contre une dictature dure, et en même temps, pas seulement la dictature politique, mais une dictature du pouvoir, de l'argent, de ce fameux néolibéralisme qui finalement tente à supprimer les services publics, à se limiter à l'état gendarme et laisser tout à la concurrence économique. Donc, si vous voulez, on est obligé de réfléchir sur l'ensemble de la politique. Et justement, nous nous rendons compte aussi qu'avant la pandémie, il y avait une crise énorme, mais qu'on ne voulait pas voir, qu'on essayait d'oublier. Cette crise, elle a été diagnostiquée en 1972, c'est-à-dire que la Terre, la biosphère, se dégradait pas seulement globalement, mais partout, localement, et que ce n'était pas seulement le monde extérieur qui était malade, c'était notre monde à nous, puisque nous-mêmes, nous sommes dedans, et que par exemple, il est évident que la pollution n'était pas seulement celle qui venait dans nos grandes villes, et celle qui allait dans les campagnes, celle qui allait sur les terres, qui dégradait les terres, celle qui faisait qu'on avait des nourritures parfois mauvaises, insipides, et peut-être néfastes. Donc, si vous voulez, on se rend compte que ce pouvoir déchaîné de l'argent, qui lui a déclenché la crise écologique, a déchaîné aussi les crises politiques et sociales, et qu'il faut trouver une réponse dans une politique qui soit à la fois, qui intègre le problème écologique, c'est-à-dire énergie propre, c'est-à-dire ville dépolluée et réhumanisée, ça veut dire campagne revitalisée et avec une agroécologie saine, ça veut dire toute une série de mesures, et toutes ces mesures qui donneront du travail, qui relanceront l'économie et qui seront en même temps faites pour les citoyens, qui réduiront l'inégalité et qui progressivement refouleront cette puissance énorme de l'argent qui pèse sur nous, y compris dans l'épidémie, puisque vous vous rendez compte du rôle énorme des grands laboratoires pharmaceutiques. On a l'impression que c'est eux qui sont les premiers acteurs et qui nous imposent ceci, tel vaccin, tel remède. Donc, vous voyez, donc c'est une nouvelle résistance, une nouvelle politique qui est demandée. Et c'est ça qui a été, si vous voulez, l'objet de ce livre et qui reste actuel. Maintenant, c'est vrai que des problèmes nouveaux ont surgi. Par exemple, chez nous, il y a eu le reconfinement, et donc ce qu'on appelle le rebond ou la poursuite de l'épidémie. Donc on n'en est pas sorti, et donc on est retombé aussi dans un problème économique. Mais nous avons vécu, nous, une autre crise, c'est celle qu'on peut appeler des caricatures. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui ne sait pas, qui sait que l'univers a un mystère. Je ne crois en aucune religion, mais je respecte tous les croyants. Mais donc, je parle d'un point de vue, quelqu'un qui n'est pas le porte-parole d'une idéologie ni d'une religion. Cela étant dit, je suis quelqu'un qui n'aime pas bafouer ce qui pour l'autre est sacré. Ça, c'est un point de vue personnel et ça fait partie de mon éthique. Maintenant, je reviens à cette histoire. En 2006, un journal danois publie des caricatures que vous connaissez. Ces caricatures sont reprises par l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Elles provoquent à l'époque des réactions très diverses, des protestations des uns, d'autres qui disent que c'est très bien, d'autres qui disent qu'il fallait interdire, d'autres qui disent qu'on a la liberté. Et c'est vrai, la loi française autorise le blasphème, alors qu'en Espagne, en Italie ou dans d'autres pays, c'est pas autorisé, ou bien que des pays où il y a la totale liberté, comme l'Angleterre ou les États-Unis, n'ont pas publié. Bon, mais après ces protestations, tout semble se calmer. Ça, c'est en 2006.
Et en 2015, des fous assassins assassinent les journalistes de Charlie Hebdo. Bon, à la suite de ceci, il y a une émotion considérable, et de cette émotion sort l'idée que ces caricatures blasphématoires sont presque sacralisées, puisque c'est à cause d'elles qu'il y a eu des martyrs. Alors ces caricatures deviennent presque sacralisées et presque officialisées, alors qu'elles ne sont même pas françaises. Bon. Il se passe ceci, et puis les rédacteurs de Charlie ont la liberté de republier ces caricatures. Et c'est à ce moment-là que se repose à nouveau le problème, on avait très peu parlé avant, qui est celui-ci. Est-ce qu'il n'y a pas seulement liberté, mais responsabilité? Est-ce que vraiment, quand on est responsable, on s'efforce de ne pas offenser autrui quand on le peut? Parfois, on est obligé, mais quand on le peut, parce que si on veut attaquer les djihadistes assassins, on ne va pas montrer le prophète qui est vieux de milliers d'années avant, comme s'il était lui le responsable. Donc, voici la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on fait un acte important, on essaye de réfléchir aux conséquences. Les conséquences, c'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, d'offenser. Les conséquences, c'est qu'on déchaîne une folie qui ne demande qu'à sortir. Et dans le fond, c'est ça que ça a déchaîné. Quand un brave professeur, dont je salue la mémoire, a cru bon de montrer ces caricatures aux élèves, ça a déchaîné un processus où un jeune fou l'a décapité. Et donc, ça a créé à nouveau horreur, émotion, et à nouveau, comme si ces caricatures, dans un climat un peu de passion hystérique, étaient devenues le symbole de la liberté. Alors que les libertés s'obsèdent surtout sur un tout autre plan, sur la liberté d'expression politique, sociale, humaine, etc. Et ceci n'est un aspect. Donc, voici l'histoire. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer à dépasser cet état d'émotion de tous les côtés, parce que vous avez vu toutes les réactions dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, d'une foule déchaînée, et vous avez aussi en France les réactions de plus en plus violentes de caractère islamophobique. Donc, vous voyez, ça déchaîne des folies, et donc, c'est une histoire qui doit aujourd'hui nous donner une leçon fondamentale. Je répète, 1. Garder sa liberté de critique. Moi, j'ai la liberté de critiquer les religions. Moi, j'ai la liberté de ne pas aimer qu'on traite d'impies, comme des impies infâmes, des gens qui ne croient pas. Et quand les religions sont puissantes, moi, je suis contre toutes les restrictions qu'elles imposent. Mais regardez un peu la chose. Autant, moi, je suis pour la liberté des femmes qui se dévoilent en Iran, parce que c'est un geste courageux d'un pouvoir tout-puissant, autant je suis pour la liberté des femmes qui gardent le voile en France, parce qu'elles n'offensent personne, et ça n'est pas un grand problème. Donc, si vous voulez, il faut avoir une attitude complexe dans le sens, ce qui est vrai pour l'Iran n'est pas vrai pour la France, et en même temps humaine. Il faut comprendre les gens sans... Moi, j'ai beaucoup souffert quand je voyais des conquérants blancs dans des pays d'Amérique souiller des cimetières sacrés des Indiens, parce que je sais que pour ces Indiens, c'est quelque chose de très important. Il faut tenir compte de ça. Et ça n'empêche pas que je puisse, moi, me dire, je ne crois pas en Dieu, je crois que Dieu est une invention de l'homme. Je n'offense personne, le croyant n'est pas d'accord avec moi, il peut dire vous avez tort, mais c'est un autre problème. Donc, vous voyez qu'on est arrivé à un point très important. Pourquoi? En France, nous subissons la crise du deuxième confinement avec toutes les conséquences, plus la crise des caricatures qui se posent, et nous vivons le problème
du reste du monde qui, on a vu qu'avant la pandémie, depuis des années, depuis le début du siècle pratiquement, il y a un processus de régression, partout une crise des démocraties qui perdent leur sève, qui sont corrompues, qui perdent leur vitalité, qui sont remplacées par des post-démocraties, un peu comme en Turquie, en Russie, ou par des démagogies du type Trump ou du type Bolsonaro. La démocratie dans le monde est en crise, et en Europe aussi. Donc, vous avez un premier problème. Vous avez aussi ce pouvoir insensé de l'argent qui n'est pas que le profit immédiat, qui nous conduit à la catastrophe. Donc là aussi, il faut prendre conscience et essayer de faire, de moins d'élucider auprès des citoyens pour faire une nouvelle politique. Sinon, nous continuerons, et nous continuons à dégrader la Terre, c'est-à-dire à nous dégrader nous-mêmes. Donc voilà, c'est une époque à la fois de pensée et de résistance à cette régression, et en même temps de ne pas perdre le courage, de ne pas perdre la volonté de pouvoir. Je crois que on m'avait dit qu'une personne poserait la question sur l'espérance et sur la certitude. Moi, je dis que l'espérance n'a jamais été une certitude, mais nous devons nous habituer à vivre dans l'incertitude. Une des grandes leçons du virus, c'est que non seulement il est arrivé, et encore aujourd'hui, plusieurs mois après, nous ne savons pas exactement d'où il sort. Nous ne savons pas exactement pourquoi il frappe certains et il laisse d'autres sans les molester. On ne sait pas encore tout à fait. On a des probabilités statistiques en disant les vieux qui ont des maladies sont beaucoup plus mortels que les autres, mais c'est tout. Et que les jeunes qui ont beaucoup de rhume sont peut-être immunisés par eux. Donc on ne sait rien. On ne sait pas combien elle va durer. On ne sait pas s'il va se renouveler, si elle va s'arrêter. On ne sait pas si les virus vont être utiles. Aujourd'hui, on discute sur les remèdes. Pour les uns, l'hydrochloroquine, c'est le salut. Pour d'autres, c'est une malédiction. Bon, on est dans cette incertitude. On est dans l'incertitude économique. On ne sait pas où l'on va. Est-ce qu'on va vers une relance? Est-ce qu'on va vers un chaos mondial? Nous sommes dans cette période. Nous sommes dans l'incertitude politique. Regardez, aux États-Unis, on vient de voter comme président le président Joe Biden. Et voici que l'autre s'accroche au lieu de reconnaître la défaite. Et que arrive peut-être à une crise. Donc, le monde est menaçant, le monde est dangereux. Nous devons le savoir et nous devons garder des oasis de pensée libre, de tolérance, de compréhension d'autrui, d'amitié, de sympathie. Voilà ce que nous pouvons faire et continuer à défendre nos idées parce qu'elles sont pour le salut public. Merci bien. Merci beaucoup, maître, merci beaucoup. Alors nous sommes dans un salon, où il n'y a qu'une douzaine de personnes à cause de la pandémie. Et des personnes, je suis fière de tous ces gens et je suis heureuse de tous ces gens qui sont là. Je crois qu'il y a à peu près 100 et quelques étudiants qui nous suivent en direct, des étudiants. Parce que ce salon est d'abord fait pour les étudiants. Et il y a avec nous un écrivain français qui s'appelle Jean-Noël Pancrazi, originaire d'Algérie. Il y a avec nous Monsieur Ajaray. Il y a des enseignants et je suis aussi très heureuse d'avoir avec moi un jeune, Marouane, qui a fait un projet de culture, un projet culturel, et je ne sais pas si vous voudrez dire un petit mot. Ah oui. Tu viens? C'est un jeune qui est rentré de France et qui a fait un très beau projet culturel. Il peut nous en parler un petit peu et peut-être poser une petite question. Bonsoir.
Vous voulez que je baisse ma... Ok. Bonsoir. C'est mieux. C'est mieux. Je vais parler doucement. Je suis très heureux d'être là ce soir, d'être avec tout le monde et de vous écouter. Oui, j'ai abandonné ma carrière de médecin pour faire ça, mais c'est un autre sujet. Alors oui, très vite, je m'appelle Marwan Ben Khaldoun. J'ai créé à Marrakech un centre culturel qui s'appelle Dar Saïda, qui est en fait une entreprise sociale privée qui ne dégage pas de bénéfices. En fait, tous les bénéfices dégagés sont réinvestis pour créer des événements culturels gratuits et accessibles aux jeunes de Marrakech et du Maroc de manière globale. Ça, c'est pour mon projet, mais ce n'est pas le sujet ce soir. J'ai lu avec attention votre livre. J'ai deux questions très très rapides. Une première sur le présent. Dans mon centre culturel, justement, il y a une semaine, nous avons eu une rencontre autour de la peste de Camus, qui bien sûr est extrêmement d'actualité. Et une des phrases que fait dire Camus à l'un de ses protagonistes, qui nous a beaucoup interpellés, est l'honnête citoyen en temps de pandémie et le citoyen qui n'a pas de divertissement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est à une étape où l'individu doit se mettre en retrait au profit de la collectivité, comme c'est le cas peut-être dans des cultures qui ne sont pas les nôtres, comme les cultures asiatiques, qui ont réussi à dépasser ce virus grâce à ce mode de pensée? Et ça, c'est ma première question sur le présent. Ok, d'accord. Professeur, maître, est-ce que vous avez compris la question de Marwan? La question? Oui, il a posé une petite question. Est-ce que vous voulez qu'il la répète? Une toute petite question. Ne t'étale pas, tu l'as dit très vite. Ma question, c'est juste sur cette affaire j'ai repris la citation de Camus qui dit que le bon citoyen en temps de pandémie est le citoyen sans divertissement. J'ai dit est-ce qu'on était à l'aube d'une époque où il fallait justement ne plus se centrer sur l'individu et que l'individu se mette en retrait pour la collectivité, en prenant exemple sur les cultures asiatiques, qui sont des cultures qui ont réussi à outrepasser le virus grâce à cet esprit collectif et qui peut-être en Occident est vu comme un manque de liberté ou comme une culture qui n'est pas appropriée à celle des lumières d'où toutes les cultures occidentales découlent. Merci Marwan, mais les questions, il ne faut pas qu'elles soient longues, il faut qu'elles soient vraiment courtes. Merci beaucoup. On verra ce que le professeur me va dire. Sabah, est-ce qu'on passe à une autre question ou est-ce qu'il veut dire un petit mot sur ça? Je pense, parce que je suis encore là pour quelques minutes, même, tu vois, avant de prendre... Je sais. Presque 10 minutes que je dois partir. Donc, il y a des questions. Je suis là pour les prendre et peut-être qu'on passe à d'autres questions. Hein. Celle-là, si j'ai bien compris, c'est la question posée par ce jeune homme qui a donc qui a monté un institut de culturel. Culturel. Oui. Dans Saïda. En fait, est-ce que tu pourrais, Leïla, nous la dire en 2 mots, la question? Changer de mode de vie. Changer de mode de vie. Tiens. De collectif. Ah oui. D'individuel en collectif. Changer de mode de vie lors de la pandémie, lors d'une pandémie, de cette pandémie, changer. Voilà, c'est non, ça. on ne peut pas, tu peux le dire toi. Est-ce qu'on doit s'inspirer des cultures asiatiques et de l'absence d'individualisme des cultures asiatiques? C'est trop long. Une phrase. Ça va. Oui. Notre ami Khalid s'inspire, Marwan s'inspire du roman, le roman La Peste. À changer de mode de vie, passer de l'individu à la collectivité. Voilà. Oui, on y va? D'autres questions, s'il te plaît, Leïla. Voilà. Nous avions pris, Iman et moi, les questions de tous les participants au club de lecture. On avait une question sur, aujourd'hui, quelle évaluation vous faites
de la pédagogie adoptée par le système de l'éducation face au savoir nécessaire aux défis du futur. Ça va? C'est sur la pédagogie. Hein? Une évaluation faite. Oui. De la pédagogie. Oui, ça va. Alors aujourd'hui, quelle évaluation vous faites de la pédagogie adoptée par le système de l'éducation face au savoir nécessaire aux défis du futur? C'est une question qui est revenue très souvent de... Bon, peut-être que Edgar, il peut commencer déjà en répondant aux deux, d'accord? Ok, très bien. Et puis il n'y en aura plus beaucoup, il y en aura peut-être une ou deux encore et ça... Voilà. Vas-y. Que nous étions victimes d'un système, d'une machine qui nous faisait faire des choses par contrainte qui dans le fond ne nous convenaient pas, mais que nous étions prisonniers. Nous étions prisonniers d'un rythme de vie qui nous poussait à aller toujours plus vite. Nous étions prisonniers d'un rythme qui nous poussait toujours à être plus individualistes et à négliger de plus en plus nos proches et nos voisins. Nous nous rendons compte aussi que peut-être nous fuyons nous-mêmes dans des divertissements et des loisirs au lieu de nous reconcentrer grâce à la culture. Donc tout ceci, ce sont des questions fondamentales. Et vous-même, vous avez rappelé au début, dans votre présentation, que disons que la finalité de l'être humain, c'est de s'épanouir lui-même, toujours dans une communauté, dans une collectivité. Et il est évident que chez nous, comme chez vous, au moment de la première pandémie, il y a eu un mouvement spontané de solidarité. C'est-à-dire que la solidarité se réveille quand il y a quelque chose qui nous touche en commun. Malheureusement, il y a une tendance à la retomber parce qu'on n'a pas cultivé ça. On a ni les institutions, ni la pédagogie, ni les pouvoirs nous ont dit mais conservez cette précieuse solidarité, continuez à vouloir vous interroger sur la vie, continuez. Donc, si vous voulez, il y a ce problème énorme. Et moi, je crois que, et c'est ce que j'ai dit, ce que nous avons dit dans le livre, c'est-à-dire que il faut introduire la solidarité dans la politique. Bon, vous me direz qu'il y a dans des pays, comme encore au Maroc, où restent des structures anciennes de solidarité familiale, locale, etc., mais que le monde moderne tente à les détruire, comme elle les a détruites en France totalement. Alors, donc, non seulement il faut sauvegarder les solidarités, et bien entendu, quand la grande famille disparaît, il ne reste plus que la petite famille, il n'y a plus cette solidarité, mais il faut créer une nouvelle solidarité entre voisins, amis, etc. Donc la solidarité devient quelque chose de capital dans notre société, et donc il faut trouver tous les moyens pour sauvegarder celle qui subsiste et pour créer le... Moi, pour la France, j'étais partisan d'un service civique de solidarité où les jeunes, au lieu de faire un service militaire qui a été supprimé, viendraient en aide, en secours à toutes les détresses, aux catastrophes, même s'il y a un tremblement de terre au Maroc, hier au Maroc. Donc, d'être une solidarité humaine, pas seulement nationale. Ça, je crois que c'est une chose tout à fait capitale. Maintenant, la deuxième question sur la pédagogie. Moi, j'ai fait une œuvre pédagogique parce que je pense que ce que l'enseigne, c'est-à-dire l'enseignement de base occidentale qui s'est répandu dans le monde, comporte beaucoup de matières utiles. Et je ne suis pas du tout pour les supprimer, mais je pense qu'elles sont insuffisantes pour aider les esprits à affronter les problèmes de la vie. Alors, je vais vous donner des thèmes que moi j'ai suggérés
d'intégrer l'enseignement, ce qui n'a pas encore fonctionné en France, mais qui fonctionne dans différents systèmes scolaires de certains pays d'Amérique latine. Alors, étant donné que dans la vie, un grand danger que nous courons en tant qu'individus, en tant que citoyens, en tant qu'humains, c'est l'erreur et l'illusion. Nous pouvons nous tromper aussi bien sur le choix d'un métier, sur le choix d'un compagnon ou d'une compagne de vie, sur le choix d'une résidence. Nous pouvons nous tromper sur nos choix politiques, nous tromper sur le risque d'erreur. Quand on regarde l'histoire humaine, le nombre d'erreurs incroyables qui a été conclu, le nombre d'illusions qui a été vécues. C'était Marx qui disait cette chose en disant les êtres humains vivent dans l'inconscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont et du monde dans lequel ils sont. Ce qui est vrai en grande partie. Donc, si vous voulez, il faut enseigner les sources d'erreurs et d'illusions. Je ne peux pas développer ici, mais je l'ai écrit dans mon livre « L'essai de savoir », c'est très important. Il faut enseigner la compréhension d'autrui, parce que nous remarquons qu'en dépit de la multiplication des communications dans le monde, les peuples ne se comprennent pas mieux, même pire, parfois, ils se referment. Donc la communication ne suffit pas, il faut comprendre l'autre. L'autre, à la fois comme semblable à soi et différent de soi. Donc, il faut enseigner comment comprendre d'autrui. Il faut rassembler des données de différentes sciences, y compris la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l'histoire, pour enseigner à comprendre autrui qui est vital. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre les autres peuples, il s'agit souvent, dans une même famille, dans une même entreprise, des gens qui ne se comprennent pas du tout. Donc la compréhension d'autrui est fondamentale. Il faut enseigner à vivre dans l'incertitude. On voulait nous nourrir uniquement de certitudes. Les certitudes sont très limitées et très dispersées. La vie est une aventure dans un océan d'incertitude où on se ravitaille à quelques îles de certitude. Il faut qu'on enseigne ce que c'est qu'être humain, parce qu'on n'enseigne pas. Être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est pas seulement être individu, c'est faire partie d'une société qui est la société humaine, c'est faire partie d'une espèce biologique, il y a l'espèce humaine, et de comprendre le lien entre ces choses-là. Moi, j'ai fait un énorme livre là-dessus, c'est un problème important, et on n'enseigne pas qui nous sommes. C'était quand même étonnant. Alors donc, si vous voulez, il y a à enseigner beaucoup de choses qui ne sont pas. Et j'ajoute aujourd'hui que dans cette époque, dans l'époque que nous vivons, où il y a une tendance au développement du dogmatisme et du fanatisme, il ne suffit pas de dire il faut avoir l'esprit critique. C'est sûr qu'il faut avoir l'esprit critique, mais pour avoir l'esprit critique, il faut des préliminaires. Quel est le préliminaire? Ce que les enfants savent très bien, il faut problématiser. Il faut dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a le soleil? Pourquoi il y a la lune? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi t'es mon père? Léon, il faut problématiser ce qui est évident, se poser des questions. Alors, quand on commence à se poser des questions, on est déjà sur le plan de la recherche et on peut commencer à comprendre que les réponses, elles ne sont pas unilatérales, elles ne sont pas seulement qui ne voient qu'une face des choses. Il faut qu'on voit les différentes faces du même problème. Donc, si vous voulez, ça oblige à faire une recherche de vérité, une recherche, et à ce moment-là, on met en œuvre la rationalité, c'est-à-dire mettre en accord la logique et ce qu'on sait des événements et du monde, et la rationalité elle-même ne suffit pas parce qu'il y a des limites, et donc à ce moment-là, on peut commencer à avoir l'esprit critique, c'est-à-dire l'esprit critique qui suppose aussi la capacité autocritique, parce que si vous critiquez les autres sans être capable de vous critiquer, vous êtes absolument mutilé. Et donc cette capacité autocritique est très importante. Et si vous avez l'esprit critique,
vous pouvez aussi critiquer ceux qui vous enseignent. Vous avez le droit de critiquer aussi vos enseignants d'une façon évidemment correcte. Donc, si vous voulez, l'esprit critique, il arrive à la fin d'un long apprentissage. Et dans ce long apprentissage, on apprend que la difficulté de la recherche de la vérité, comment les choses ont plusieurs dimensions, difficiles à voir parce qu'on les sépare en disciplines séparées. Donc, si vous voulez, il y a toute une pédagogie à partir qui est longue, qui est nécessaire, qui doit commencer dès la petite enfance. Parce que si vous vous dites, c'est pas en montrant des caricatures à des enfants que vous allez les rendre critiques. Ça ne sert à rien. C'est pas en leur disant il faut critiquer. C'est alors, quand ils comprennent, il faut voir les problèmes, qu'il y a des problèmes, et quand ils comprennent qu'il faut problématiser, là, ça commence à se développer. Donc, il nous faut une réforme très profonde de l'enseignement qui, malheureusement, nous manque. Merci. Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le droit de poser une autre question ou est-ce que... Ah oui, alors, je ne sais pas si je peux encore poser une question ou est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a encore des questions Oui. Alors, il y a un étudiant master, un Gabonais, pasteur qui veut poser une question. Et tu lui lis doucement, tu nous dis doucement ta question. D'accord? Rapproche-toi un peu de... Je pense que ça va, ça. Alors, bonjour. Vous avez dit dans votre livre que tout ce qui ne régénère pas dégénère. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la démocratie en France? Ne pensez-vous pas que en France, c'est plutôt une aristocratie sélective? Vous savez, la démocratie est une chose extrêmement complexe parce qu'elle ne nécessite pas seulement des pouvoirs séparés, mais elle suppose des conflits entre les idées, mais qui ne sont pas des conflits brutaux physiques, mais qui permettent aux citoyens de s'éclairer à partir de ces conflits d'idées. Aujourd'hui, les démocraties sont en crise parce qu'elles ont perdu beaucoup d'idées. Les idées politiques ont été réduites à l'économie, à des calculs économiques. Et il y a toute une série d'événements qui mettent en péril la démocratie. Très difficile de faire revivre parce qu'il faut revitaliser le monde des idées. Donc, en France, disons, c'est le problème. D'ailleurs, pour la démocratie, comme pour tout le reste, c'est selon la formule qui m'est chère, ce qui ne se régénère pas dégénère. Malheureusement, si l'on n'est pas capable de régénérer, on dégénère. Et nous sommes dans une époque difficile où, du moins, si nous pouvons nous-mêmes garder l'esprit démocratique, même en petit groupe, c'est déjà très, très important. Voilà. Bon, donc nous sommes la démocratie, non seulement parlementaire, elle est insuffisante parce que nous savons qu'il faut aussi une démocratie participative où les citoyens discutent un peu des décisions. Nous savons donc à ce moment-là qu'il faut vraiment redonner un nouveau souffle. Mais ça va être difficile puisque, je répète, nous sommes dans une époque de résistance et de régression et non pas de progression. Et il faut nous défendre avant tout. Voilà. Écoutez, aussi complémentaire humaine, donc, mais ça sera pour une prochaine fois. C'est sûr. À Marrakech ensemble. C'est sûr, et à Marrakech. On fera une grande rencontre à Marrakech. Un peu de temps. Encore un tout petit peu de temps, et la question va être posée si courte par
l'écrivain Jean-Noël Pancrazi, qui va poser une petite question. Allez, lentement. Voilà, je vais essayer. D'abord, je rends hommage à l'immense résistant que vous êtes. Et on a besoin de vous. Tout le monde a besoin de vous en ce moment. Vous êtes la seule voix qu'on a envie d'écouter et de suivre. D'abord, je voulais vous dire ça. Ensuite, vous faites un diagnostic formidable de la pandémie, de ses conséquences. Très bien. Vous proposez des solutions, la démocratie participative, l'instauration de conseils. Vous parlez même du remplacement de l'ONU, des maisons de solidarité. Je voulais vous poser cette question. La pandémie me semble au contraire avoir entraîné une docilité extrême des peuples, une extrême soumission des peuples. Sur quelle étincelle vous comptez, vous, pour qu'après la pandémie, ces pistes que vous indiquez s'ouvrent? Il me semble que ça va être très compliqué. Sur qui vous comptez? Sur quoi vous comptez après cette crise qui nous a appris au contraire une sorte de retrait, de paresse presque et d'inertie accablée? Sur quel élan vous comptez et de la part de qui? Je vais reposer la question qu'on vient de poser. C'est par rapport aux réactions. On sait très bien qu'avec la pandémie, certains gouvernements et des États ont soumis un peu les peuples à travers le monde à plus de surveillance, plus de contrôle. Et même au confinement, c'est-à-dire c'est physique. Donc il y a une tradition de la soumission et de la docilité qui est en train de s'installer. Alors la question qu'on se pose, c'est comment justement mettre en pratique toutes ces leçons et ces leçons de courage que vous nous donnez par rapport à la crise, à un moment où on assiste à une généralisation de lois liberticides dans tous les États et à travers le monde. Comment se rebeller dans une phase où la docilité et la désobéissance deviennent les maîtres mots? S'indigner. Voilà. Comment s'indigner, comme l'a bien dit. Très bien. Merci. Alors écoutez, oui. Moi, j'ai quand même quelques incertitudes. Bon. Je sais que le premier confinement a été une mesure, je dirais, presque de désespoir. Pourquoi? Parce que les États n'étaient pas prêts, surtout les États qui ne sont pas asiatiques, on n'était pas prêts. Non seulement on n'était pas prêts, mais même la politique dite néolibérale avait supprimé beaucoup de crédits pour les hôpitaux, avait supprimé des lits d'hôpitaux, n'avait pas pensé à faire des stocks de dépistage, ne parlons pas des masques, enfin bref. La plupart des États, notamment français, étaient complètement dépourvus des moyens. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Pour éviter l'afflux dans les hôpitaux, on confine les gens pour que la maladie se répande plus lentement. Bon. Donc, il y a eu ce premier confinement avec toutes ses conséquences. Et puis, après, il y a des polémiques, parce que selon qu'on examine les chiffres sous tel angle, il semble que la mortalité du virus ne soit pas énorme quand on compare avec les années 2019 et autres. Mais il est évident aussi que ce virus donne à un grand nombre de gens des maladies telles qu'ils en meurent. Donc, il y a ceux qui semblent sous-estimés, ceux qui semblent surestimer. Et on peut penser aussi que les pouvoirs officiels, notamment en France, ils préfèrent le confinement pour éviter les mouvements sociaux et pour avoir le calme politique, mais tout ça au détriment, évidemment, de la vie économique. Donc, si vous voulez, ces mesures, moi je considère le confinement. Il est évident que le deuxième confinement est beaucoup plus difficile à supporter que le premier. Mais je considère que ça ne peut être qu'une mesure provisoire. Et bien entendu,
je souhaite que des libertés qui existaient avant soient pleinement rétablies. Je souhaite aussi que ce ne soit pas uniquement la peur des gouvernements qui essayent d'entretenir notre propre peur à nous. Nous devons nous-mêmes, disons, nous savons qu'il n'existe pas de risque zéro. Nous devons, dans certains cas, si le virus dure, adopter un mode de vie, de nouvelles précautions adaptées. Nous ne savons pas. Nous devons, pas à pas, avoir une conduite. Moi, pour le moment, on est si mal informé sur le virus, si mal informé sur les remèdes, si mal informé sur ces histoires de vaccins, de savoir s'ils sont le salut ou si au contraire, il faut jouer un rôle tout à fait insuffisant, provisoire. Tout ceci, vous savez, il y a d'énormes intérêts économiques qui sont derrière toutes ces affaires-là. Beaucoup de scientifiques sont en désaccord les uns avec les autres. Donc, nous avons besoin d'un esprit vigilant, problématique et critique, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, nous allons pas à pas voir un peu la situation, mais je veux dire, restons, essayons. Alors, l'information, qu'est-ce que c'est la bonne information? C'est celle qui est confirmée par plusieurs sources différentes. Quand les sources d'information sont contradictoires, il faut s'interroger. Il ne faut pas commencer par prendre parti contre le docteur Raoult. Il faut savoir. Or, nous nous rendons compte qu'on ne nous donne pas les moyens de savoir, qu'on a des statistiques tout à fait différentes. Donc, si vous voulez, moi je déplore actuellement les carences totales dans l'information qui nous concerne. On nous dit simplement, il y a tant de morts tel jour. Bon, on ne sait pas quels sont, si parmi ces morts, il y a des gens qui sont morts d'une autre mort que ce virus. On est assommé par des chiffres, on n'a pas la façon de contrôler, et nous devons revendiquer le droit à la connaissance. Malgré qu'on a une apparente liberté de presse, nous n'avons pas la possibilité de nous faire une connaissance solide sur la situation. Voilà ce que je veux dire. Merci. Alors, on va essayer de prendre une question si elle est claire et courte et concise. Bonsoir, professeur, et merci pour votre générosité. J'ai une question, enfin pas une question, une proposition, une réaction à la pandémie que nous vivons actuellement, que nous subissons actuellement, a développé partout des angoisses et entretenu des craintes. Or, Marie Curie avait bien longtemps dit et affirmé que dans la vie, il n'y a rien à craindre, mais tout simplement tout à comprendre. Qu'en pensez-vous? Merci. Je pense que autant on peut avoir des inquiétudes, autant qu'il ne faut pas se laisser envahir par les angoisses, et que dans le fond, dans cette histoire qui nous demande une conduite raisonnée, le problème des précautions, c'est ne pas les exagérer et en même temps ne pas les négliger. Chacun doit avoir sa propre règle de conduite de vie. Voilà ce que je crois, mais vous savez, quand vous avez parlé d'angoisse, vous avez parlé d'un problème très important, parce que les périodes de crise sont des périodes, évidemment, qui suscitent des angoisses. Et la crise, malheureusement, n'est pas seulement celle de la pandémie. Déjà, vous avez eu une crise sociale, politique. En France, par exemple, vous avez des conflits qui se sont venus. Vous avez des angoisses de futur, de l'incertitude, qui font que une partie de la population, par angoisse, se referme sur elle-même, cherche des boucs émissaires, va trouver dans l'immigré, l'étranger,
le responsable de ces mots. Donc, vous savez, moi j'ai vécu une époque pas semblable, mais il y a eu une crise énorme en 1930-33, j'étais jeune. Eh bien, à ce moment-là, les angoisses étaient énormes, elles se fixaient sur les étrangers, à l'époque c'était les juifs, c'était toujours les autres, et ça créait des racismes, des xénophobies, des fantasmes. Donc, si vous voulez, il faut penser que nous sommes dans une époque qui favorise les angoisses. La pandémie ajoute, le problème écologique de la dégradation de la biosphère ajoute, le problème économique, l'accroissement des inégalités ajoute. Nous sommes là. Et donc, il ne faut pas céder à cette folie à laquelle conduit l'angoisse, qui est le repli et la peur. Il faut au contraire affronter une réalité incertaine, dangereuse, mais dans laquelle peut-être on peut essayer d'intervenir. Merci. Bonsoir, professeur. J'ai juste une petite question par rapport à... il faut que je me déplace apparemment. Non, je voulais vous interpeller par rapport à cette écriture dans l'urgence. Vous avez écrit au moment de 1968 avec Claude Lefort et Castoriadis, juste avant même les événements. Vous aviez déjà réagi par rapport à ça, assez rapidement, dans cette urgence-là. Vous l'avez fait avec Stéphane Hessel, juste au moment de la crise des subprimes. Et là, vous commettez effectivement ce livre en plein confinement. Et donc, il y a cette urgence de l'écriture qui vous poursuit, qui est une marque de fabrique pratiquement. J'aimerais savoir comment vous y prenez d'une certaine manière, sans recul, pour pouvoir tirer des leçons, et qui sont tout à fait pertinentes, elles l'ont toujours été, comme celles que vous tirez par rapport à cette crise. Et la deuxième, peut-être, la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, vous interprétez l'après-confinement et donc les réactions qu'il y a eu après. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez, ou est-ce que ça vous dépasse d'une certaine manière? Lorsque vous parlez par exemple de la solidarité, ou lorsque vous parlez de nouveaux comportements citoyens par rapport à l'environnement, est-ce que vous êtes plutôt déçu, ou est-ce que ce sont des choses auxquelles vous vous attendiez? Merci. Oui, écoutez, le problème de l'après-confinement reste totalement incertain. D'abord, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure ce virus va demeurer, va s'aggraver ou au contraire diminuer. Nous ne savons pas dans quelle mesure l'activité économique reprendra. Nous ne savons pas, donc nous sommes dans une grande incertitude. Ce qui est certain, c'est que nous sommes quelques-uns à essayer de réfléchir et de dire, est-ce qu'on ne peut pas développer des moyens citoyens, une sorte de confédération citoyenne capable d'adopter une politique qu'on peut appeler de salut public, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus ni la gauche ni la droite, ni le centre. Il faut intégrer les grandes idées démocratiques et l'écologie, une politique de salut public qui rassemble toutes les bonnes volontés. Il y a des tentatives pour ça, mais vous savez, regardez en France, il y a les sons brouillonnent, beaucoup veulent se rassembler, mais rassembler autour de leur personne. Bon. Donc, si vous voulez, il y a une fermentation, il y a un bouillonnement, il y a un vouloir changer. Mais les forces de régression sont terribles, parce que, je le répète, la pandémie n'est pas arrivée dans une époque très calme, elle est arrivée dans une époque où toutes les choses s'aggravaient dans le monde, dans les nations, et y compris en France. Donc, voilà le propre de la situation.
et chaque pays aussi aura ses propres problèmes. Les fondements économiques nécessaires à la vie du Maroc sont posés, et eux-mêmes doivent être posés. Le problème aussi de la démocratie, eux-mêmes doit être rouvert. Donc, si vous voulez, aussi le problème d'un renouveau des forces citoyennes se pose, évidemment, ça se pose partout. Mais, à mon avis, on ne peut pas avoir des visions euphoriques. Nous devons être conscients des périls en pensant que le pire n'est pas sûr. Ça, c'est la seule chose. Et en pensant que, bien entendu, des événements inattendus peuvent survenir dans un sens bénéfique. Voilà. Donc, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc, je vous dis, c'est le poète Rimbaud qui disait, pour conclure son livre La saison en enfer, en disant « Rassemblant en nous tout ce qu'il y a de force réelle, et alors nous entrerons aux splendides villes. » C'est-à-dire, voilà, il faut rassembler nos forces et aller vers l'avant. Je pense que je reprends la question de l'espoir. L'espoir n'est pas interdit, l'espoir n'étant pas une certitude, n'est pas une impossibilité. Je dirais même que c'est la vie qui se crée avec l'espoir sans arrêt. Nous devons continuer à faire des enfants, nous devons continuer à s'occuper du futur, nous ne devons pas rester dans l'immédiat, nous devons penser. Et je reviens sur les termes que vous avez cités quand vous avez vu votre belle présentation, que nous faisons partie de l'aventure humaine et qu'il faut une chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, sur ces belles paroles, sages, avec beaucoup d'espoir. Nous vous remercions énormément d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à ce salon, de l'avoir grandi encore plus. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Le sabbat qui est parti, je vous remercie beaucoup. Merci. Je regrette de ne pas être là et moi je le regrette. Et on fera une prochaine discussion ensemble. À Marrakech, à Marrakech. Merci, merci, maître. Inch'Allah, Inch'Allah, absolument. Merci, au revoir. Au revoir.